Effectivement, dans cette enquête que j'ai menée pendant 4 ans dans une douzaine de prisons françaises auprès de détenus condamnés pour faits de terrorisme, en fait, j'ai interrogé la dimension théorique de l'engagement djihadiste, à rebours d'un débat français qui était très focalisé, pour ne pas dire phagocyté, par une dualité théorique entre ceux qui considéraient que c'était un phénomène avant tout religieux et ceux qui considéraient que c'était un phénomène lié à la radicalité sociale. J'ai dégagé une typologie que j'appelle le pentagone théorique de la djihadisation, qui s'articule autour de 5 pôles, qui sont la dévotion, l'émotion, la politisation, la manipulation et enfin la pulsion. Alors dans la dévotion, on trouve des individus qui ont été principalement motivés par des facteurs religieux, je dirais des acteurs fanatisés d'un point de vue religieux, donc chez qui on trouve un processus de salafisation, donc une religiosité assez intense, une orthopraxie, un apprentissage des références coraniques, hadithiques, etc. Donc des gens qui ont été principalement attirés, je dirais, par l'idéologie salafiste et djihadiste, même s'il y a un débat, je dirais, entre les deux. Par exemple, une trajectoire sociale de dévotion, un petit jeune de la ville de Sevran dans le nord de Paris, qui s'appelait Quentin Roy, tout à fait bien intégré, qui se convertit à l'islam, qui fréquente une mosquée salafiste, qui va adhérer à cette orthopraxie, donc cette pratique, je dirais, rigoriste, ultra rigoriste, et qui progressivement va se couper de son milieu d'origine, apprendre la langue arabe, se salafiser, livre un certain nombre d'ouvrages religieux, et puis partir sur zone et décéder là-bas en Syrie, je dirais, dans des conditions assez obscures. Alors, il est majeur, il était majeur, il a adhéré, il semble avoir adhéré. Je ne peux pas le nier. Je ne dis pas que ça est faux. Je dis juste qu'on l'a bien aidé. Et ce n'est pas le seul à qui c'est arrivé. Donc si on ne veut pas que ça continue, si on veut que ça cesse, il faut qu'on aborde toutes les questions. Et il n'y a pas de départ s'il n'y a pas de radicalisation, je le redis. Une seconde catégorie que j'ai appelée l'émotion, qui agrégeait des jeunes qui se caractérisaient surtout par une radicalité sociale. Des jeunes marqués par des parcours de transgression, parfois par des passages par la case carcérale, et qui vont d'une certaine manière sacraliser leur haine en fait. Donc des jeunes qui ont la haine de la société pour diverses raisons, et qui vont la sacraliser, donc ils vont trouver dans l'idéologie djihadiste un vecteur d'expression, je dirais, de leurs ressentiments les plus intimes. Donc là, le moteur, c'est plus tant le bagage religieux, qui est souvent inexistant ou très superficiel, qu'une forme de haine des institutions, de la société, qui va s'exprimer à travers, je dirais, un lexique ou un langage religieux. Quand on est dans l'émotion, on a affaire à des jeunes qui sont totalement déconnectés des espaces de socialisation religieuse et salafiste. Je vous donne un exemple tristement célèbre. Un peu plus de 9h30, ce 26 juillet 2016, lorsque le père Jacques Hamel, 85 ans, est assassiné à la fin de son office. Adel Karmiche, enfin le tueur du prêtre Hamel dans cette église de Saint-Étienne-du-Rouvray dans la banlieue de Rouen. Les chercheurs qui sont intéressés à son entourage avaient comme témoignage Adel Karmiche maîtrisait 0 sourate du Coran. Et ça, je trouve que c'est assez révélateur de cette absence totale de religiosité. Une troisième catégorie que j'ai appelée la politisation, qui fédère des individus marqués par une forme de conscientisation politique, donc des jeunes qui vont trouver, développer une argumentation axée autour des logiques de domination géopolitique, par exemple, ou des logiques de domination politique. Alors dans le géopolitique, on a par exemple les interventions occidentales au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Afrique du Nord, etc. Donc des interventions qui sont jugées illégitimes et qui constituent pour ces acteurs des formes de domination de l'Occident à l'égard des pays du Sud et du monde musulman. Cette logique de domination, elle peut être aussi politique. C'est cette idée que finalement, quand on est français de culture musulmane, on est moins bien traité que les autres, donc il y a un phénomène de discrimination, et donc il faut militer, se battre pour avoir plus de droits, etc. Donc là on est dans quelque chose de beaucoup moins axé, je dirais, sur le religieux, beaucoup moins axé sur la radicalité sociale, et de beaucoup plus, je dirais, construit, verbalisé, et on a affaire à des jeunes qui souvent sont assez stables, je dirais, du point de vue social, identitaire, etc. Qu'on fait des études par exemple. Vous avez des acteurs comme Mohamed Achamlan qui a dirigé le groupe Force Analisa, et là on a affaire à un discours qui est extrêmement construit. D'ailleurs il le dit lui-même dans les interviews que j'ai pu faire. J'aurais pu être un zadiste, un militant d'extrême gauche, parce que c'est un combat qui m'attire, etc., etc. Donc c'est des jeunes qui sont beaucoup plus conscientisés politiquement, et chez qui le religieux est existant bien sûr, mais n'est pas forcément la dimension dominante. Quatrième catégorie, qui envisage donc la manipulation, qui envisage l'adhésion djihadiste comme un phénomène d'emprise mentale. Savoir que l'État islamique a développé des techniques, notamment sur Internet, via les algorithmes, etc., des techniques pour séduire, attirer des jeunes sur Internet. Et donc là, on est dans une logique beaucoup plus d'endoctrinement, d'emprise mentale,
sur des jeunes qui très souvent présentaient des fragilités identitaires, psychologiques, etc. Ou tout simplement qui avaient une appétence, par exemple, pour aller vouloir aider les musulmans à travers le monde. Et donc ces recruteurs les harponnent quelque part sur la toile et vont faire en sorte de créer ce qu'on appelle une insularité cognitive. Donc on va faire en sorte que ces jeunes adhèrent au projet, adhèrent à l'idéologie, et puis créer un martelage cognitif jusqu'à quelque part fanatiser, voire lobotomiser cette jeunesse. Dans la manipulation, vous avez des jeunes par exemple qui se sont agrégés autour de groupes de recruteurs, notamment à Toulouse, notamment à Nice, donc des jeunes souvent un petit peu paumés, qui ont été, je dirais, dirigés par des leaders charismatiques, entre guillemets, donc c'est un charisme qui vient souvent de l'âge d'ailleurs, souvent des trentenaires qui vont influencer des gens qui ont la vingtaine, et puis un charisme qui peut avoir des origines protéiformes, hein, ça peut être la maîtrise de la langue arabe, la maîtrise des enjeux géopolitiques, donc des gens qui ont une bonne connaissance géopolitique peuvent fasciner des jeunes un peu plus démunis, je dirais, d'un point de vue intellectuel. Ça peut être des personnes qui ont voyagé sur zone et qui vont avoir un pouvoir charismatique, des personnes qui sont parties au Yémen, en Afghanistan, en Égypte, etc., qui ont une connaissance. Un exemple que j'ai rencontré en prison, Fan, hein, qui était le chauffeur de la filière Cantorsi, donc c'est un groupuscule terroriste qui a attaqué une épicerie cachère à Sarcelles. Fan, je le rencontre en prison et je vois très nettement qu'il est encore très manipulable. Et d'ailleurs, les personnels pénitentiaires m'avaient confié qu'ils s'inquiétaient pour lui, qu'ils avaient demandé à des détenus du grand banditisme de le protéger, de faire une espèce de cordon, parce qu'il y avait des islamistes dans la prison qui pouvaient encore le manipuler. Donc c'est intéressant de voir ce trait de caractère qui demeurait. Enfin, la pulsion, qui est une catégorie plus marginale, envisage l'hétérotopie califale, donc l'utopie du califat. Le califat, c'est cette espèce de super société musulmane que Daesh a commencé à créer à cheval sur l'Irak et la Syrie. Donc cette approche envisage l'utopie du califat comme un espace de satisfaction pulsionnelle. C'est-à-dire que faut bien comprendre que les militants de l'État islamique avaient les pleins pouvoirs sur cet espace du califat. Et donc ça a été un espace de satisfaction des pulsions, par exemple, lucratives, puisque les biens des populations syriennes et irakiennes ont été pillés, les véhicules, les appartements, etc. Mais aussi pulsion, je dirais, sexuelle, à travers la mise en esclavage sexuel des populations de femmes yézidis. Pulsion sexuelle, lucrative, meurtrière. On sait qu'un certain nombre de jeunes avec des tendances psychopathiques sont partis sur zone et ont parfois occupé des rôles très spécifiques, notamment bourreaux de l'État islamique, hein, on a quelques exemples comme ça, donc des gens qui aiment tuer et qui deviennent donc des bourreaux de l'État islamique. On a même des exemples plus marginaux, mais un exemple par exemple d'un pédophile qui est parti sur zone visiblement pour satisfaire ses pulsions pédophiles. Enfin, dans la pulsion, on a beaucoup moins d'exemples, mais on sait que par exemple chez les bourreaux de l'État islamique, l'un des bourreaux de l'État islamique est un ancien soldat de l'armée française qui visiblement avait des tendances un peu psychopathiques et qui a trouvé dans le projet Daesh un espace de satisfaction de cette pulsion, je dirais, de violence et à tendance psychopathique. Donc je pense qu'à travers ce pentagone théorique de la djihadisation, comme je l'ai appelé dans mon livre, on a une vision beaucoup plus transversale, beaucoup plus exhaustive, qui permet de rendre compte de cette révolution qu'a été Daesh en termes de communication, parce que si on a autant de disparités sociologiques parmi ces militants, c'est aussi parce que l'État islamique a réussi à développer une communication suffisamment efficace pour attirer des profils à la fois de religieux, de non-religieux, de jeunes perturbés parfois mentalement, de jeunes qui ont une vraie conscience politique. Et en travaillant sur d'autres idéologies aujourd'hui, je constate que cette aptitude et cette compétence de l'État islamique en termes de recrutement est aujourd'hui regardée aussi par d'autres territoires idéologiques, notamment l'ultra-droite, dont certains militants considèrent aujourd'hui qu'il faut s'inspirer de l'expérience de l'État islamique.